Parler un peu, et d'une manière complémentaire d'ailleurs, de l'approche du maître que je représente, Dan Rudyard, avec lequel j'ai travaillé pendant 2 ans aux États-Unis. Au départ, il est né en 1895 à Paris, donc c'est un Français d'origine qui s'appelait Daniel Chenevière exactement. Et il était musicien très tôt, très jeune, à 17 ans. Il a écrit un livre sur Debussy, qui était son maître en composition, en musique. Et quand on lit cet ouvrage, qui est un tout petit opuscule, on peut retrouver dans ce qu'il a écrit tout ce qu'il va développer ensuite à travers l'astrologie. Mais Rudyard n'était pas simplement un astrologue, il était aussi un compositeur, un musicien, comme je vous l'ai dit, mais il était aussi un philosophe, un peintre, un poète, un écrivain. Donc c'est plus le côté philosophique et prophétique qu'il a développé pendant toute sa longue vie, puisque tout comme Germaine, il est mort à l'âge de... Enfin, il a quitté son corps, on va dire, à l'âge de 90 ans en 1985. Toute son œuvre n'est pas uniquement une œuvre astrologique, bien que l'astrologie, par certains côtés, soit une mise en pratique de ses idées. Parce qu'il pensait que l'astrologie était suffisamment universelle et spirituelle pour pouvoir intégrer les idées de développement de la conscience universelle qu'il a mises en place. Mais comme il était né en 1895, il est parti aux États-Unis en 1916. Et pendant la période de la Première Guerre mondiale, comme sa musique ne pouvait pas être jouée du fait que les États-Unis étaient dans l'effort de guerre à ce moment-là, et dans des périodes de guerre, les artistes sont un peu considérés comme, d'une certaine manière, la dernière route de la charrette, sauf s'ils contribuent eux-mêmes à cet effort de guerre. Mais il y a une autre guerre à laquelle on contribue de toute façon, quelle que soit l'époque, et c'est ce qui a été démontré dans la bataille de Kurukshetra, hein, c'est-à-dire la bataille entre les êtres qui sont en nous, donc tout processus de transformation. Donc Rudyard a été le premier, à ma connaissance, à développer une correspondance entre l'astrologie et l'œuvre de Jung. Et aussi, il a relié cette œuvre globale avec tous les enseignements, l'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, bien sûr, et lui-même, d'ailleurs, a travaillé avec Alice Bailey, hein, et avec un philosophe occultiste américain qui s'appelait Mark Edmund Jones. Donc, ce qu'il a essayé de montrer en 1934, puisque son premier livre, qui a été traduit très tardivement dans les années 80 en France, son premier livre publié en 1936 par Alice Bailey, par le Lucis Trust, s'appelle L'astrologie de la personnalité, qui est donc que vous pouvez trouver en français. Et dans cette astrologie de la personnalité, vous retrouverez toutes les bases de sa philosophie et de sa vision du monde. Et une des choses importantes qu'il a apportées déjà à cette période-là, par rapport à l'astrologie de l'époque, hein, l'astrologie qu'on appelle traditionnelle, je rappelle, l'astrologie traditionnelle est une astrologie événementielle, voire déterministe, d'une certaine manière. On a tel et tel aspect dans notre thème, on a tel et tel transit ou progression, suivant les outils que nous utilisons pour actualiser le thème, pour savoir les grandes périodes de notre vie par lesquelles nous sommes appelés à passer. Et donc, l'astrologie traditionnelle dit toujours, mais disait surtout à l'époque, que quand on avait un aspect, ben, c'était pour la vie. Il y avait des bons aspects et des mauvais aspects. Donc, si on avait plus de bons aspects que de mauvais aspects dans son thème, quelque part, on était un peu condamné, bad karma, quoi, mauvais karma. D'ailleurs, quand j'ai commencé l'astrologie, à cette époque-là, il n'y avait que des livres d'astrologie traditionnelle.
qui sont la base néanmoins, hein. Il ne s'agit pas de rejeter ce qui est la base de l'astrologie, mais qui étaient néanmoins présentes. Et je me disais l'astrologie, puisque j'étudiais Jung, j'étudiais le yoga et la spiritualité parallèlement, je me disais ça ne peut pas être ça. D'ailleurs, si j'avais écouté ce qui était dit dans ces différents ouvrages, je ne serais pas là, parce que vu mon thème, je n'avais aucun espoir. Mais j'avais un espoir parce que, comme je vais le montrer, il y a une part de nous-mêmes que la société dans laquelle nous vivons, la société matérialiste, dans cette période de Kali Yuga, la société matérialiste est totalement branchée, comme vous le savez, puisque vous en faites partie aussi de cette société, est totalement branchée sur le côté de qu'on appelle Homo economicus, hein, l'homme économique. Seul compte la réalisation sociale, professionnelle, financière, les stars, briller, etc. Rudyard a montré que, en fait, tout ce qui nous arrive dans la vie est en fait une étape dans le cheminement vers la conscience, puisque au plus profond de nous-mêmes, nous avons disons une entité, si on peut dire comme ça, en nous, qu'on appelle l'âme, mais nous sommes incarnés dans le monde de la matière, dans le monde du relatif, qui est le monde de la personnalité et de l'ego, avec toutes les problématiques que nous pouvons connaître et les compulsivités que nous pouvons connaître dans notre vie à différents niveaux. Alors juste, je rappelle brièvement la science des triangles telle que Rudyard l'a élaborée, enfin, à partir de l'œuvre de Rudyard. Et je vous disais tout à l'heure que l'œuvre de Rudyard n'est pas une œuvre uniquement astrologique, c'est une œuvre avant tout métaphysique, philosophique et spirituelle. Et ce que je vous dis là, c'est l'astrologie, bien sûr, mais à partir de la vision que Rudyard a développée dans un livre qui s'appelle, par ailleurs, Le rythme de la totalité, que vous pouvez tous lire, même si vous ne faites pas d'astrologie, parce que ce n'est pas un livre d'astrologie à proprement parler. Et un autre livre qui s'appelle La planétarisation de la conscience. Donc, nous avons le moi inférieur, si on peut dire, qui est, je vais résumer, qui est gouverné par la Lune, et le moi supérieur, ou l'âme, qui est relié à la dimension spirituelle de notre être, qui est cette partie de nous-mêmes qui est occultée, notamment dans notre civilisation actuelle, qui est occultée justement parce que le but, c'est dans cette société, de réaliser sa personnalité en tant qu'ego, mais on oublie que nous avons une autre dimension en nous-mêmes. Il y a un voile, une méconnaissance, une ignorance, disent les hindous, hein, qui fait qu'on n'est pas conscient de cette part qui est en nous. Quand on se rencontre, on ne devrait pas dire « où est ton soleil ?» parce que le soleil, c'est l'idéal du moi. Hein, l'idéal du moi, le grand moi. Hein, et la lune, c'est le petit moi. Higher self and lower self. Hein, le petit moi, le grand moi. Hein. Le soleil, c'est l'Atman aussi. Pour ceux qui s'intéressent, c'est le lieu d'en parler, à cette dimension-là. Le but de la vie étant effectivement d'atteindre la libération qui se manifeste par cette interpénétration entre le triangle du bas, la terre, et le triangle du haut, le ciel. Donc la Lune gouverne à ses véhicules qui sont Mercure, le mental inférieur, Vénus, qu'on pourrait associer au plan astral, et Mars, qui est la planète de l'action. On peut très bien vivre de cette manière-là sans se préoccuper de ce qu'il y a dans le triangle du haut. Quand on est jeune, à partir d'un certain âge en tout cas, parce que les petits-enfants, eux, ils ont encore conscience qu'ils sont une âme. Ils voient des anges, ils voient des personnes ou des personnalités qui ne sont pas visibles pour nous. Donc, j'associe aussi dans ce triangle du bas
le nœud sud, Rahu, qui représente le karma du passé, bon, le karma, et tout ceci est relié à des planètes ici, Jupiter et Saturne, qui sont les dernières planètes du système solaire visible et qui représentent le collectif, ce que Rudyard appelle le collectif individuel. Donc les planètes, il les appelle au départ les planètes sociales. Sans rentrer dans les détails parce qu'il y a différents cycles, il y a néanmoins une part de nous-mêmes qui réclame son dû au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, qui sont indiquées par les planètes dites transpersonnelles parce qu'elles sont au-delà de la personnalité et elles se réfèrent à des plans plus subtils de notre être. C'est des planètes aussi qui sont des planètes dites de l'invisible. La première planète étant Uranus, Neptune, la deuxième planète, et Pluton. On peut inverser d'ailleurs les énergies et mettre Vénus à la place de Mercure, etc. Mais ces planètes ne sont pas visibles à l'œil nu. Il faut les voir avec un télescope et d'une certaine manière, elles représentent les véhicules du Soleil. Donc dans notre thème natal, tous, nous appartenons à des générations, évidemment, puisque ces planètes sont relativement lentes. Hein. Uranus traverse un signe en 7 ans, Neptune en 13 ans, Pluton, quand il est à son aphélie, en 30 ans, et comme Fanchon l'a indiqué tout à l'heure, il est à son périhélie, donc il traverse un signe en 13 ans également. Donc il va très très vite, et ce qui explique aussi, non pas que les planètes soient pour quelque chose, comme on l'a dit, c'est un phénomène de synchronicité, explique l'accélération du temps que nous vivons depuis que Pluton, à peu près 1939 justement, est entré dans cette phase de périhélie, ce qui arrive une fois tous les 200, disons, pour arrondir 250 ans, et donc il y a une accélération, comme ça a été très bien indiqué tout à l'heure, et qui amène une transformation, cette fois-ci, de la conscience collective. Mais nous avons tous dans notre thème Uranus, Neptune et Pluton, ce qui fait que nous appartenons à une certaine génération, suivant notre date de naissance. Mais si on le regarde en thème individuel, hein, on peut considérer quelles sont les dimensions que nous avons. Uranus, c'est le mental supérieur. Uranus est la première planète qui a été découverte, comme il a été dit, dans les années 1780. Et elle a été découverte au moment des révolutions françaises, ça on l'a vu, et américaines également, hein, puisque c'est la même période. D'où le lien très certainement d'âme qu'il y a entre les États-Unis et la France, hein, du fait que les révolutions se sont passées quasiment au même moment, et aussi le fait que la France, avec Lafayette, comme tout le monde le sait, a aidé les États-Unis à devenir indépendants. Quoi qu'il en soit, Uranus, c'est la planète de la révolution. Hein, elle indique que c'est des énergies. Les planètes sont des énergies de la révolution et de la transformation. Quand nous avons des aspects d'Uranus dans notre thème, c'est le moment de transformer quelque chose dans notre vie. Et c'est là que la différence apparaît avec l'astrologie dite traditionnelle. C'est que quand on a des aspects de cet ordre-là, quand on actualise un thème, qu'il y a ces aspects qui se passent, des transits, on appelle ça des transits, hein, eh bien, on ne va pas dire il va vous arriver telle et telle chose, tel et tel événement. L'événement en tant que tel ne nous intéresse pas. Ce n'est pas qu'il ne nous intéresse pas. Hein. Bien sûr, tout ce qu'on vit va se traduire en termes d'événements. Mais ça veut dire que le moment est venu de transformer quelque chose dans notre vie. Hein. Les événements ne sont que le reflet de notre situation intérieure et les différents niveaux de conscience dans lesquels nous nous situons. Rudyard a déterminé 4 niveaux de conscience qui reprennent les niveaux au niveau des chakras et des choses comme ça. À un niveau biologique, hein, chaque planète correspond, et chaque signe
peuvent être interprétés à ce niveau-là et correspondent à des parties du corps avec les signes, l'homme zodiacal, ce qu'on appelle l'homme zodiacal. Hein. Donc on peut interpréter à ce niveau-là. Le deuxième niveau étant le niveau socio-culturel dans lequel nous nous incarnons et nous sommes identifiés et conditionnés au départ de la vie, non seulement par le milieu dans lequel nous sommes nés, hein, mais ce n'est pas par hasard. Dans ce milieu, nous sommes nés pour pouvoir poursuivre notre chemin de réunification, de libération, de se libérer des compulsivités du moi inférieur pour se trouver dans une unité intérieure qui est reliée au moi supérieur. Donc, Uranus, quand il transite, va travailler sur Saturne à transformer les résistances saturniennes. Saturne, c'est la structure, mais c'est aussi l'ancien régime, puisque c'est la révolution avec Uranus. Donc, quand on a des transits d'Uranus, c'est le moment de transformer des choses dans notre vie qui sont rigides, qui sont bloquées, qui sont freinées ou qui sont conditionnées par des choses du passé. Il ne s'agit pas non plus de rejeter Saturne, qui est la structure, la dernière planète du système solaire visible, mais il s'agit de transmuter Saturne, ce que Rudyard appelle le deuxième Saturne, passer du premier Saturne au deuxième Saturne. Hein, il y aura un troisième Saturne ensuite, avec le troisième cycle de Saturne, mais toujours initié notamment par Uranus. Imaginez que vous habitez au rez-de-chaussée d'un immeuble. Hein, vous habitez au rez-de-chaussée d'un immeuble depuis 30 ans. Vous avez votre appartement, vous le connaissez par cœur, vous savez comment il est fait, vous êtes habitué, vous avez votre petit confort. Mais un jour, les gens de la ville viennent vous trouver et puis vous disent vous ne pouvez plus rester ici parce que, pour différentes raisons, on est obligé de vous demander de partir. Alors, vous voyez, vous avez votre petit confort, tranquillité, vous avez fait tous vos petits trucs. Le matin, quand vous vous levez, vous ouvrez vos volets et vous avez votre rue avec vos commerçants, le bar où vous allez prendre le café le matin, votre marchand de journaux pour acheter l'équipe le matin, par exemple. Mais donc, on est habitué, on a notre sécurité saturnienne. Mais la personne de la ville vient vous dire, ben voilà, en échange, on va vous donner un très bel appartement au 15e étage. Très bel appartement, 15e étage. Ouais, mais moi j'ai peur, j'aime pas être là-bas si jamais l'électricité, les ascenseurs ne marchent plus, etc. Mais on est obligé d'y aller, une obligation. Et le premier matin, on se lève dans cet appartement qu'on ne connaît pas. On ouvre les volets. Cette fois-ci, en plus, il y a un balcon. Donc, et puis, on voit notre rue tout en bas, comme ça, toute petite, toute minuscule, avec notre marchand de journaux, notre bar, tout ça. Et puis, on voit que cette rue, elle appartient à quelque chose de plus vaste, de plus grand, parce que de là où on est, dans le 15e étage, on voit toute la ville dans son ensemble. Et on appartient donc à quelque chose de plus grand, de plus vaste. Ça, c'est Uranus. Quand nous avons des transits d'Uranus, on est confronté à lâcher prise, à des vieux concepts, à des vieilles manières de penser pour nous ouvrir à quelque chose de plus grand, à travers les événements. Quand on est en consultation, on voit bien les événements que nous vivons nous indiquent ce qu'il faut lâcher à ce moment-là. Peut-être changer de boulot, divorcer, ou transformer la relation, etc. Ça, c'est Uranus. Première étape vers la conscience, trouver les grands principes qui gouvernent l'univers, ce que Jung appelle les archétypes. Et donc, progressivement, par ce travail que nous faisons, suivant l'Uranus dans notre thème et les autres planètes, nous construisons ce qu'on appelle donc l'Antakarana, le pont qui va nous permettre de relier les deux triangles, celui du haut et du bas, avec le nœud nord de la Lune, qui représente ce vers quoi on doit aller, ce qui nous permet de nous transformer. Rudyard l'appelle l'axe de la destinée.
Hein, donc, progressivement, Saturne et Jupiter, qui étaient les lois du conditionnement socio-culturel, deviennent les planètes qui vont nous aider en se transformant déjà sous l'emprise, sous l'influence d'Uranus, va nous permettre de transformer notre conscience et de nous ouvrir à ce qu'on appelle le processus d'individuation, c'est-à-dire devenir un être autonome, indépendant, qui n'est plus dépendant justement des conditionnements sociaux dans lesquels nous sommes incarnés, mais qui, encore une fois, sont nécessaires pour notre évolution et notre karma. Donc, quand nous avons des transits de Neptune, ce n'est pas forcément dans l'ordre que je suis en train d'indiquer, mais Neptune est la deuxième planète qui a été découverte au XIXe siècle, autour de 1848, par là. Et il s'est passé de différentes choses quand on fait avec l'histoire, comme Rudyard l'explique très bien, dans l'histoire au rythme du cosmos. Quand Neptune transite, c'est le chakra du cœur, Neptune, finalement, sous cet angle-là. C'est tout ce qui concerne l'amour universel, inconditionnel, et donc tout ce qui est de l'ordre de la bienveillance, comme il a été démontré aussi avec Neptune tout à l'heure. Quelque part, Neptune, c'est le ciel en nous, c'est la planète de la dimension de l'ouverture du cœur. Quand Neptune transite, Rudyard l'appelle le grand dissolvant. Hein, c'est la planète, hein, le grand dissolvant. Quand Neptune transite, dans notre thème, c'est une période où certaines énergies demandent à être dissoutes et où nous devons apprendre, durant cette période, où nous devons apprendre à nous ouvrir à quelque chose de plus grand au niveau de la compassion, au niveau de l'amour, au niveau de la bienveillance. Certains astrologues voient dans Neptune très souvent une planète en disant que c'est une planète qui est fumeuse, qui nous amène dans des illusions, etc. Pourquoi? Parce que ça peut être une planète par rapport à la société dans laquelle nous sommes. Neptune nous amène dans une dimension qui va nous ramener au moi profond, au moi essentiel, mais qui n'est pas de ce monde. Quand le Christ dit « Je suis dans ce monde et je ne suis pas de ce monde », c'est ce qu'il veut dire. Alors évidemment, comme nous sommes dans une société matérialiste, les Neptuniens sont un peu pas très bien vus, parce que ce sont des personnes qui peuvent planer, parce qu'ils ont des idéaux qui peuvent porter à une autre dimension. Donc les transits de Neptune nous indiquent la période suivant les planètes qui sont touchées, etc. Neptune travaille avec Vénus, c'est-à-dire comment transmuter l'amour conditionnel que Vénus porte en elle, sauf si on avait une Vénus en Poisson, qui est le signe de Neptune, ça peut changer beaucoup de choses. Hein, eh bien, comment l'amour conditionnel peut se transmuter par l'amour inconditionnel. De la même manière que Mercure travaille avec Uranus, et Mercure, le mental inférieur, s'ouvre à la dimension du mental supérieur. Dernier lien, c'est Pluton. Alors ici, on le met en haut, c'est la volonté cosmique. Tout à l'heure, Fanchon disait que les transits de Pluton, en réponse à une question, les transits de Pluton qui a été découvert en 1930, au moment 1929-1930, le grand crack de 1929, Al Capone, la prohibition, enfin quand on connaît tout ça, c'est-à-dire que Pluton, effectivement, a une mauvaise réputation, entre guillemets, parce qu'il nous oblige, ça a été dit, et donc je le redis parce que ça ne peut pas être autrement, quand nous avons des transits de Pluton, nous sommes appelés à nous libérer de ce qui n'est pas essentiel, à ce qui est nos attachements les plus émotionnels, affectifs ou autres, suivant ce qu'il y a dans notre thème et dans nos croyances. Et donc, c'est un temps de grande mutation et de grande transformation. Le transit de Pluton nous oblige à lâcher prise à tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'âme pour pouvoir agir en fonction de l'âme. Le transpersonnel, c'est d'aller au-delà de sa personnalité, d'avoir une personnalité intégrée, comme les thérapeutes, les psychologues, comme Jung le montre, intégrer la personnalité,
et pour que cette personnalité soit le reflet de l'âme. C'est ce qu'on appelle l'alignement de la personnalité sur l'âme. Et dans ce cas-là, notre vie trouve une unité et toute la vie se conjugue pour nous amener dans cette direction-là. Bon, de nos jours, il y a énormément de livres sur la question au niveau des synchronicités, des coïncidences, comme dit Deepak Chopra. Il y a énormément d'éléments dans notre vie qui nous poussent à aller dans la direction qui est la nôtre. À quoi sert l'astrologie? L'astrologie, alors il y a une phrase de Vouga qui me revient. J'ai travaillé avec Germaine Hollet, donc avec Charles Vouga. Et Germaine Hollet, un jour, c'était tout au début de ma carrière d'astrologue, en 1977. J'ouvre un almanach Chacornac, pour ceux qui sont astrologues, peut-être qu'ils se rappellent. Et je cherchais vraiment une astrologie spirituelle. Et j'ouvre l'almanach Chacornac, et à la fin, il y avait des extraits de conférences, et un extrait de conférence de Charles Vouga, qui disait « L'homme est sur le parvis de son âme ». J'ai pleuré en lisant ça. L'homme est sur le parvis de son âme. Il ne connaît pas ce qui est à l'intérieur de lui-même. Et il dit, à quoi ça sert de vivre dans une cage dorée, mais on a peur de sortir de la cage, parce que sortir de la cage, c'est aller vers l'inconnu, se libérer du connu. Donc c'est un peu, à quoi sert l'astrologie? Mais pour reprendre ce que disait Vouga, mais l'astrologie, elle sert déjà à ça. Nous sommes un système solaire, bien sûr, mais elle sert à se libérer et à prendre conscience de qui on est vraiment. Merci à vous.